Oui, oui. Bonjour Patou, très bien et toi? Écoute, ça va super. Bienvenue dans Skills by Design. Donc ici, on parle des compétences du XXIe siècle. Donc des compétences pour travailler, pour vivre, pour s'épanouir dans ce fameux monde de mutation, de transition, mais aussi de rupture et d'incertitude. Donc chez Skills, on s'intéresse à la diversité des formes de pensée. Donc la pensée créative, la pensée critique, la pensée complexe, la capacité d'apprentissage permanent, la capacité de résilience et bien d'autres. Mais surtout, on en parle avec celles et ceux qui les pratiquent et les expérimentent sur le terrain au quotidien. C'est pour ça que je suis très content d'être là avec toi aujourd'hui. De même. Toi, tu travailles chez EDF, alors opérateur français bien connu de production de fourniture d'électricité, et plus précisément, tu travailles dans les équipes de R&D, donc la recherche et développement. Pour nos auditeurs, près de 2000 salariés, 50 nationalités, 9 centres de recherche, 19 labos, plus de 300 partenariats académiques et industriels. La liste est assez longue. En tout cas, voilà, c'est vraiment une entité avec un savoir-faire reconnu dans le monde entier. Ton domaine, du coup, c'est l'énergie. Donc, quand on dit l'énergie, la production d'électricité décarbonée, les systèmes électriques avancés, l'électrification des procédés, le stockage de l'énergie. Ça veut dire que tu es entouré de tout un tas de chercheurs, chercheuses en sciences aussi fondamentales, qui travaillent sur des technologies qui potentiellement sont pas encore sur le marché. On fait quoi, je dis, quand on catalyse l'innovation et quand on est designer dans un département de recherche et développement chez EDF? Bien d'abord, on est très humble. Parce que, comme tu l'as dit, on est entouré d'experts de très haut niveau, reconnus pour certains internationalement, travaillant pour le GIEC. Donc, on est d'abord là pour essayer d'apporter des compétences, effectivement, qui ne sont pas celles de l'ingénieur, uniquement, ou d'école de commerce, mais celles du design et celles de l'innovation, puisque mon métier, c'est d'animer l'innovation dans cette R&D, avec des collègues, bien sûr, pas seul. Et la première chose qu'apporte un designer, c'est une capacité à donner, à voir des choses. On parle souvent du crayon. Okay. Moi, j'utilise aussi beaucoup la gomme. Okay. J'aimerais que les designers utilisent beaucoup la gomme dans les compétences. Je me souviens d'une discussion avec Patrick Lequément qui me disait, il y a bien des années chez Renault, qu'il avait du mal à faire comprendre aux designers qu'il fallait utiliser la gomme plus que le crayon. Mais dans le monde dans lequel on est, où on a des ressources limitées, notre métier, c'est d'essayer de faire parler des métiers différents en utilisant d'abord le dessin. Ok, hyper intéressant. Moi, comme tu sais, j'ai travaillé aussi dans l'industrie automobile et je me souviens qu'à l'époque, le sujet, c'était aussi un peu les chercheurs en silo, entre guillemets, et comment on arrivait potentiellement à faire le lien, à mettre de la transversalité dans tout ça, parce que c'est aussi quelque chose que vous faites à la R&D de l'EF. Tu as tout à fait raison, c'est fondamental. Je me souviens que les deux mots qu'on donnait tout le temps au tout début de nos activités au sein de la R&D, c'était utiliser le design pour donner à voir et la médiation. On va prendre un exemple très simple. On est, nous tous, dans toutes nos compétences, on est formés d'abord par le langage et par des mots auxquels nous associons des notions et des différentes significations. Quand vous êtes dans une réunion et que le directeur commerce vous parle de concept, que le designer vous parle de concept, que le sociologue vous parle de concept et que le chercheur vous parle de concept, vous croyez tous que vous parlez de la même chose. En fait, c'est pas le cas. Ouais, on a tous notre culture, métier, nos références. Exactement. On renvoie, en fait, on pense que les autres comprennent le mot de la même manière que nous. Et c'est là que, tout bêtement, on va se dire, attends, est-ce que je comprends la même chose que toi? Quitte à faire un schéma, on n'est pas encore en train de faire un ref de la future voiture du constructeur. Hein. On est à comprendre, en fait, ce que les uns et les autres apportent de compréhension d'un problème, de pistes de solution et d'un préalable avant de la créativité. Donc oui, la médiation et le fait de faire travailler des gens est fondamental. Est-ce qu'également, il y a ce sujet, quand on travaille, quand on imagine plein de chercheurs qui travaillent sur des choses, on va pas dire intangibles parce que ça peut être très tangible, mais en tout cas sur lesquelles on est sur des technologies où il n'y a peut-être pas encore l'application concrète, le contexte d'utilisation future concret. Tout ça, c'est aussi potentiellement des sujets sur lesquels il y a besoin l'aide d'un designer, d'une designer. Tout à fait. Alors, je vais prendre quelques exemples parce que souvent, les exemples parlent plus que la théorie. Donc, moi, ma journée,
elle se séquence souvent par phase de 1 heure à 2 heures et je saute d'un sujet à l'autre avec des designers intégrés, avec des chercheurs, avec des clients, des business units du groupe, etc. Donc, l'exemple, c'est que je vais travailler de 9 heures à 10 heures sur un vêtement pour faciliter le retrait de ce vêtement lorsque je sors d'une zone irradiée potentiellement dans une centrale nucléaire. Ensuite, je travaille sur un outil digital pour la direction commerce. Ensuite, je travaille sur un outil qui va servir au niveau national à faire les calculs d'incertitude sur des capteurs dans le moyen de production, donc il faut une approche UX UI dessus. Et enfin, je vais terminer ma journée en me posant des questions sur ce qu'une start-up est en train de faire dans un domaine particulier, on va dire par exemple dans le calcul quantique, qui pourrait un jour avoir un impact dans nos activités. Et donc les experts, les sujets voilà. sont extra, ouais. Et donc on comprend bien que nous ne sommes pas des experts de chacun de ces éléments et qu'on doit se positionner en tant que designer, design manager ou responsable de l'animation et de l'innovation comme un facilitateur chef d'orchestre qui va donner forme à des process et des réflexions. Après, il y a un deuxième point moi, que je trouve toujours intéressant parce que dans mon métier de management de l'innovation, je travaille beaucoup avec des chercheurs qui cherchent et qui ne sont pas forcément innovateurs. Ouais. Dans mon métier, j'ai plusieurs missions, dont une qui est de former les chercheurs à l'innovation. Et je trouve qu'il y a des choses très équivalentes entre des problèmes que doivent gérer un designer et ceux que doivent gérer des chercheurs. D'ailleurs, je m'étais posé la question quand j'étais arrivé à la R&D, qu'est-ce qu'il y a de commun entre le travail de recherche, le process du chercheur, de la chercheur scientifique, et celui du designer? Et la créativité du design. A priori, vous identifiez un problème, vous faites des hypothèses, vous avez une phase de créativité pour trouver comment, à partir de cette hypothèse, vous pourriez trouver un processus ou une solution qui pourrait répondre à cette hypothèse et à ce problème. Ensuite, vous la testez, vous implémentez, c'est le rappel de design thinking. C'est des choses très proches. Et la troisième chose que je trouve intéressante, c'est de comparer le monde des startups, ceux du design et ceux des designers, des designers et des chercheurs. Je vous prends un exemple. Nous, les 3 questions qu'on pose tout le temps, et je pense que tout designer doit se les poser aussi, c'est quel est le problème que j'adresse? Mon client va donner un problème. Le chercheur pense qu'il y a un problème. Mon client final, mon partenaire, ma direction marketing me dit il y a tel problème. Est-ce que c'est le bon problème? Les designers ont l'habitude de reprendre de la hauteur, de reformuler la question. J'ai toujours dit, dès 2001, je disais, le premier boulot d'un designer, c'est de designer la question. Parce qu'on en parle beaucoup aujourd'hui, dans le monde qui change vite. La deuxième chose, c'est qu'une fois que vous avez le problème, est-ce qu'il y a un client potentiel à ce problème? Alors, c'est pas une vision capitaliste des choses, c'est qu'à un moment donné, s'il n'y a pas de problème owner, c'est-à-dire de gens qui ont un problème, pourquoi chercher une solution? C'est remettre du contexte et du réel, on va dire, dans ce qu'on est en train de faire. Exactement. Et la troisième partie, c'est qu'une fois que j'ai bien identifié le problème, j'ai bien identifié qu'il y a des gens qui s'intéressent de résoudre le problème, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un dans le monde qui a déjà commencé à résoudre ce problème? Et dans nos activités, l'open innovation et le fait d'aller voir aussi plein d'acteurs, y compris dans le monde du design, mais pas que, dans les écosystèmes innovants, sont peut-être en train de creuser déjà des sillons. Il vaut peut-être mieux travailler avec eux que de réinventer le feu. Ouais, très clair. Très clair. Et du coup, alors, si on reparle aussi de sur quoi vous travaillez en termes de technologie, en termes d'objets, en tout cas peut-être, et de sujets, si je compare avec d'autres designers, en tout cas, qui peuvent être présents, aujourd'hui les designers dans presque tous les secteurs, on va dire, et notamment traduire une stratégie dans des produits, des services du quotidien, donc des designers de mobilier, d'espaces commerciaux, UX, UI, d'interface, tu en parlais. Mais quand on travaille sur des réflexions comme ça très très émergentes et de la technologie, ce qu'on appelle aussi de la deep tech, la technologie vraiment de rupture, est-ce qu'il faut une compétence particulière, hein? Est-ce que ce sont des designers particuliers qui travaillent là-dessus ou pas spécialement? Alors, je vais faire une réponse en 2 facettes, à la façon d'un Janus. La première, c'est qu'en fait, le designer, tel qu'il est formé aujourd'hui ou qu'il se forme au long de sa vie, a des qualités intéressantes pour ce domaine-là, dans la mesure où il a un regard naïf sur ces deep tech
et il va apporter un certain niveau de qualités que sont de la culture, de la curiosité, de la critique positive, etc., qui sont déjà fondamentales pour se poser les questions de OK, c'est super, j'ai une deep tech et un potentiel, mais à un moment donné, je ne fais pas du techno-push. Il faut que ça réponde à des besoins de la société. Donc ça, c'est déjà très bien. Après, tu as raison, quand on dit aujourd'hui, moi je pense qu'on ne forme pas assez de designers dont a besoin la deep tech. Si je vous parle de calcul quantique, on est encore loin, penser à des IA frugales pour nos métiers de tous les jours. Et surtout, résoudre, c'est mon métier. Moi, ce qui me fait me lever le matin, c'est comment je peux accélérer la décarbonation par une électrification avec l'électricité qui est bas carbone. On a cette chance-là en Europe, et en particulier en France chez EDF. C'est pas le cas aux US, c'est pas le cas dans d'autres endroits. Et ben en fait, la question que je me pose, c'est comment je dois, d'un côté, détecter des deep tech qui demain auront un sens important. Ça, c'est ma première jambe. Mais la deuxième question, c'est comment j'aide toutes les entités du groupe à passer d'une innovation qui est peut-être encore au niveau de la R&D, je ne sais pas si ça parle aux gens, mais les échelles de technologie qui s'appellent TRL de 1 à 9, nous, à la R&D, on va considérer les TRL de 1 à 6 à peu près, c'est-à-dire jusqu'au moment où on commence à se dire mon prototype il fonctionne, il va falloir se poser la question de l'industrialiser. Et évidemment, ce qui va intéresser les entités, c'est une solution qu'elles vont pouvoir déployer. Et là, le designer, c'est un passeur et un accélérateur orchestrateur de transformation d'une technologie, non pas pour la technologie elle-même, mais pour un usage soutenable de cette technologie pour une business unit. Alors ça pose des tas de questions, parce que les entités, elles peuvent penser qu'elles n'ont pas encore besoin de certaines solutions technologiques, ce sera dans 5, 6 ans. Nous, on est la R&D du groupe, donc on a cette chance de pouvoir prendre un peu les devants, premier point. La deuxième chance que nous avons au sein de ce groupe, on est le seul groupe industriel énergéticien qui a une R&D intégrée dans le monde. Et ça nous permet de travailler avec toutes les entités du groupe, donc de faire du tissage, de faire des liens entre des business units et de considérer que les technologies, elles ne sont qu'un moyen d'atteindre un objectif qui est d'accélérer la décarbonation. Ouais, super clair. Et du coup, tu parles de cette relation dans le temps finalement et d'anticiper aussi d'une certaine manière le futur, les usages futurs, le contexte futur. Je sais que tu travailles beaucoup avec des outils, et les outils de la prospective également, et notamment les récits ou les imaginaires positifs autour du futur. Est-ce que tu peux nous en parler? Quel est l'apport aussi du design et des designers là-dedans? Alors je vais commencer peut-être par 2 ou 3 faits que nous vivons les uns les autres. La première, c'est que je pense quand vous animez votre, que ce soit la radio ou la télé, sur les actualités du jour, c'est pas quelque chose qui nous enthousiasme. Pas vraiment. La deuxième chose, ça n'engage que moi, mais je pense que certains se reconnaîtront, je ne suis pas sûr que nos politiques, qu'ils soient en France ou dans le monde, sont aujourd'hui dans une capacité à nous embarquer dans des récits qui nous donnent envie d'y aller. On est plutôt dans la réaction, plutôt court terme, à un monde qui change, et Dieu sait que nous sommes dans un monde qui est plutôt rationnel et très court terme. Et je me souviens d'une discussion dans un événement très très important dans l'énergie, où Bertrand Piccard, vous connaissez sans doute, disait, mais en fait, sur tout ce qui est transition énergétique, etc., on a déjà beaucoup de solutions à disposition, on a un problème de récit. Et on est dans une sorte de répétition de récits du passé avec une forme de nostalgie d'une part. D'autre part, nous sommes dans une certaine incapacité à nous projeter dans quelque chose où nous allons perdre des choses, mais nous allons aussi en gagner. Et donc c'est pour ça qu'on s'est beaucoup intéressé effectivement au rôle des récits, et notamment des récits coécrits, pour chercher à mettre en lumière dans une trajectoire, non pas la situation finale, vous connaissez tous le design fiction, on a eu du nerf à qui, on a un domaine très interpellant du design fiction, souvent parfois angoissant. Et nous, ce qui nous a intéressé, c'est de regarder qu'est-ce qui pourrait donner envie aux gens de bouger, parce qu'il y a la réglementation d'un côté, il y a les contraintes que l'on vit tous les jours. Je reste convaincu en tant que designer que l'envie est un moteur extrêmement puissant. Et ça, on essaye de le distiller dans chacun de nos projets.
D'accord. Alors c'est pas toujours simple. C'est en interne, c'est pour quelque part mettre en mouvement les collaborateurs, l'entreprise, quoi. Alors, non seulement le collaborateur, puis on le fait en interne. Nous, les exercices qu'on a fait aussi, c'est d'essayer de réfléchir à des trajectoires où on met en lumière ce qu'on va gagner si on travaille ensemble sur ce sujet-là, de manière à dire aussi en interne à la R&D, avec un business unit, mais aussi avec des partenaires, si chacun d'entre nous regarde les problèmes devant nous, nous pouvons avoir un peu le sentiment que ça va être compliqué de résoudre le problème seul. Si on réfléchit à la trajectoire et ce qu'on veut absolument essayer de rendre positif dans nos vies, et bien en fait, si chacun de nous, grâce au design notamment, on esquisse des solutions intermédiaires pas finies, qu'on en discute avec plein de parties prenantes, que celles-ci nous disent oui, moi je les retrouve, c'est quelque chose que j'ai envie de faire, et bien peut-être que je vais pouvoir sommer des investissements de différents acteurs, et quelque chose que je n'aurais pas pu faire seul, je vais pouvoir le faire. Je vais prendre un exemple très concret. Vous êtes à Paris, on vous explique que si vous habitez dans un bâtiment espagnol, on ne peut pas toucher à la façade. En même temps, c'est pas forcément le meilleur endroit en termes de isolation thermique, de lumière, c'est relativement bien. Vous êtes en même temps quelqu'un qui utilisait un vélo, mais vous avez du mal à le rentrer parce que vous montez au 6e étage pour rentrer le vélo le soir, vous avez pas envie de le laisser dehors. Si vous tentez, vous avez déjà un vélo électrique qui peut la charger et le bâtiment dans lequel vous vivez n'est pas équipé pour. En même temps, vous aimeriez que vous puissiez peut-être accéder à de la nourriture qui est produite plus localement. Je ne sais pas si vous connaissez des projets comme Incredible Edible en UK, qui est cette envie d'essayer d'utiliser tous les espaces publics pour faire pousser des fruits et des légumes. À un moment où nous avons des îlots de chaleur dans des villes minérales telles que Paris, si vous prenez chacun de ces points de vue par rapport à un acteur qui est des acteurs de permaculture qui essaient d'installer des trucs dans la ville, des gens qui ont envie de faire de la rénovation énergétique de bâtiments, des gens qui ont envie de développer la mobilité douce, y compris véhicules électriques. Tous les acteurs, chacun indépendamment, va avoir des difficultés, même s'il a l'idée de quelque chose qui lui semble évident en termes d'orientation, de solutions qui seraient vraiment utiles, encore une fois, pour décarboner tout en étant heureux dans l'adaptation de nos vies et de nos façons de vivre et d'habiter le monde. En fait, je ne peux pas, à titre individuel, en tant qu'acteur, financer tous ces développements seuls. Si j'y pense seul et que je n'en parle pas, ou que je le pense et je le présente aux autres, qui vont me recevoir un peu avec ce regard de « Ah oui, mais attends, il essaie de nous vendre quelque chose, là. » Et là, en fait, le design et le designer est un acteur qui peut faire parler des gens ensemble, esquisser des possibles, les dessiner, les incarner, les rendre préhensibles par tout un tas d'acteurs, y compris ceux qui peuvent apporter la solution, et les citoyens finaux, évidemment. Et à partir du moment où on le rend visible, on peut avoir des gens qui disent « Ok, donc puisqu'il y a un intérêt collectif, si on somme des investissements, on peut avoir des portfolios d'innovation qui convergent et qui vont accélérer les choses. » C'est un peu ça le rêve. C'est pas simple. Mais c'est quand même super puissant ce que tu dis, c'est-à-dire que voilà, on a là l'idée que tout seul on n'y arrivera pas, étant donné la complexité aussi des sujets, de l'imbrication des différents secteurs, et que l'action du designer, c'est de matérialiser donc les futurs possibles, mais aussi de faire dialoguer et de créer de l'engagement collectif positif. C'est là où on choque aussi avec cette dimension de prospective positive. Et c'est vrai que en t'écoutant, on se dit bah oui, évidemment presque. Pourquoi c'est pas une évidence pour tout le monde? C'est quoi pour toi l'enjeu justement à beaucoup plus travailler comme ça maintenant et quelque part du coup aussi à peut-être investir un peu plus ces sujets on le sent bien de technologie potentiellement qui peuvent peut-être sinon nous échapper. C'est quoi? Il y a un enjeu aussi de souveraineté technologique derrière. Pourquoi finalement c'est presque crucial d'accélérer. Je pense que notre actualité, quels que soient les domaines dans lesquels nous travaillons ou nous vivons, nous font comprendre que la situation géopolitique entre les différentes plaques chinoises, américaines, européennes, indiennes,
et le reste du monde d'une part. D'autre part, le fait que si je dois m'adapter au changement climatique, j'ai besoin donc de renforcer ma résilience. Or, cette résilience, à un moment donné, il faut que je me recentre sur quelque chose qui est plus proche de moi. Donc, c'est plus territorial, c'est plus local. Donc, la question des communs devient extrêmement importante. Or, ces communs, à un moment donné, si on veut les maîtriser, il y a la question de la souveraineté. Je suppose que vous connaissez tous les 4 piliers de la sobriété. C'est de dire qu'à un moment donné, quand on veut apporter des solutions à des problèmes, nous devons tenir compte de 4 éléments qui sont limités. Le premier, c'est l'énergie. Le second, c'est l'eau. On n'en parle pas encore assez. Il n'y a pas un process industriel, il n'y a pas une vie humaine et il n'y a pas une vie tout court sans eau. La troisième chose, ce sont les matériaux. On parle beaucoup des matériaux rares, c'est très bien, mais il y a d'autres matériaux qui sont aussi limités. C'est-à-dire quelque chose qui a limité le développement et qui va limiter le développement de l'hydrogène en France. Et il y en a un quatrième qu'on oublie souvent, qui est en fait la surface patrimoniale, le foncier. Concrètement, les mètres carrés de terre autour de moi, que je sois à la campagne, que je sois dans une ville, etc. Il y a un moment donné, il va y avoir de plus en plus une lutte pour ces mètres carrés. On voit bien les jeunes qui ont du mal à trouver un logement près de chez eux. Et donc, à partir du moment où j'ai ces 4 éléments-là en tête, la question de la résilience et la question de la souveraineté deviennent prégnants, d'autant plus dans un monde où on nous vend un certain nombre d'outils dont les IA, dont je trouve qu'on parle beaucoup trop, y compris dans le monde du design, et ça fait partie des compétences, même s'il est très important pour améliorer la performance du design et qu'il transforme des métiers du design. Et à un moment donné, il ne faut quand même pas qu'on oublie. Exactement, j'ai l'impression de vivre avec l'IA ce que j'ai vécu quand je suis arrivé chez EDF. Si on avait pris ce motto en 2001 qui était donné à voir, c'est que l'électricité est invisible, tout elle dirige tout, et elle a besoin d'être produite, transportée et distribuée. Pour l'IA, c'est pareil. Toute la chaîne des infrastructures, du data center, aux câbles qui transforment les informations, aux satellites, aux réseaux de télécommunications qu'il faut construire, ce sont des matériaux, c'est des mètres carrés, c'est de l'eau, c'est de l'énergie. Et puis, sans oublier votre petit smartphone ou votre petit compagnon, tout ça, c'est extrait de mine un peu partout. Ça a donc une réalité physique invisible mais tellement forte. Et il y a un moment donné, si vous voulez continuer à développer votre résilience, il va bien pouvoir maîtriser ces 4 éléments-là. Et si possible, les maîtriser localement. D'où la souveraineté. Donc oui, ça fait partie de nos réflexions et c'est un levier qui est, à mon avis, encore peu appréhendé par le monde du design. On parle de compétences ici. Et je me dis, tout le monde se dit, c'est super simple, je vais utiliser l'IA, elle va me donner toutes les infos sur les mètres carrés, elle va m'aider, une analyse de cycle de vie, une IA est capable de... Non, c'est pas vrai. Parce que c'est de bonnes bases de données, objectives. Il faut essayer de travailler avec des experts qui savent analyser ce qui sort de là, pour pouvoir prendre les bonnes décisions de conception, donc de design. Et à l'inverse, la méthode du design peut permettre de faire ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire mettre en discussion tout le monde, travailler les objets de médiation. Tu parles de l'IA, du coup, dans ton environnement de R&D et ton rôle de design, de designer. Du coup, toi, concrètement, comment tu l'utilises aujourd'hui, si tu l'utilises Alors, évidemment, nous l'utilisons avec un certain nombre de prérequis. On a parlé de souveraineté. Nous utilisons des solutions souveraines chez EDF. C'est-à-dire qu'il est hors de question pour nous d'utiliser des outils dont une partie des informations vont repartir vers le public, et en particulier via des réseaux ou des infrastructures qui sont visibles dans d'autres pays. Nous manipulons quand même des données qui peuvent être géostratégiques, sensibles, etc. Donc nous avons une direction des services informatiques qui nous donne accès à des outils un peu particuliers, sécurisés, souverains, et ne parlant pas toujours avec l'externe. Ça peut paraître étonnant, mais après, sur comment on l'utilise. Évidemment, comme tout le monde, je pense, vous avez cette capacité à utiliser l'IA pour faire des synthèses de données extrêmement puissantes. C'est intéressant, ça, notamment pour le designer qui n'est pas un expert. Donc on peut déjà se faire un premier avis avant de parler
avec un expert, donc ça c'est puissant. La deuxième chose, c'est vous avez avec l'IA une capacité à faire de la résolution de problèmes, Ok. technique ou pas technique. Donc nous testons un certain nombre d'outils de start-up et toujours avec ce prérequis qui est souveraineté et maîtrise des consommations de l'IA, ce qui est vraiment pas simple. Troisième utilisation possible de l'IA, c'est alors nous on ne va pas générer des photos et des images et des tas de visuels avec l'IA, ça nous intéresse absolument pas au sein de la R&D. D'abord parce que ça consomme énormément pour très peu de créativité et de pertinence pour nous. Je n'arrive toujours pas à comprendre qu'on utilise une IA pour transformer la photo de ses vacances. C'est une consommation d'énergie et d'eau monumentale pour un bienfait humain qui me semble extrêmement limité. C'est une autre question. L'IA aussi est un outil qui nous aide à prototyper. Aujourd'hui, vous pouvez faire du no-code avec de l'IA extrêmement rapidement, en phase 1. Donc en UX UI design, vous pouvez, au-delà de Figma, commencer à prototyper des choses assez vite, grossières. On n'est pas encore dans un développement industrialisé, mais ça permet de tester des choses. Encore une fois, à chaque fois, on se pose la question, est-ce que j'utilise l'IA, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça a un coût? Énergie, eau, matière première. Donc, on va plutôt l'utiliser sur des questions complexes, résolution de problèmes, synthèse de données extrêmement volumineuses, pas facile à... une utilisation vraiment choisie. Voilà. Et on préfère utiliser le cerveau encore beaucoup. Ok. Et notamment le cerveau des designers. Super. Tu as une double formation d'ingénieur, de designer industriel, donc un vrai profil hybride. Est-ce que ça a été une force déterminante, cette hybridation, pour être notamment pertinent, légitime dans une direction de R&D? En tout cas, celle d'EDF, dont je rappelle quand même que la culture ingénieure est prédominante. Ouais. Plus largement, si je prends un recul sur la France, je trouve qu'on est quand même une nation du génie français plutôt d'ingénieurs. Et effectivement, moi je rappelle toujours que si le designer et l'ingénieur se sont séparés sous Napoléon, refaire parler les mondes de l'ingénierie et du design n'est pas toujours simple. C'est souvent la première étape, c'est ce qu'a fait Roger Talmont dans ses équipes. Ensuite, il y a faire travailler aussi des écoles de commerce pour qu'elles comprennent qu'on n'est pas là juste pour habiller le bossu d'un cahier des charges qu'on ne peut pas réinterroger. Puis après arrive la question du design thinking qui fait comprendre aussi level que en fait les designers ils ont une démarche qui n'est pas la même que les autres mais qui est hyper intéressante en termes d'itération en partant du réel. Et à ce moment-là, les RH se disent ok, j'ai de plus en plus d'entreprises. Tu rappelais qu'il y a plein d'entreprises, plein de secteurs aujourd'hui qui ont embauché des designers et qui continuent à embaucher. Et donc, ils se posent la question, mais comment on embauche un designer? Et là, ils découvrent que le designer est un contributeur, comme d'autres métiers, à la transformation des organisations. De l'amont à l'aval d'un processus d'innovation. Donc, de l'exploration stratégique jusqu'au déploiement d'une solution industrialisée, selon le secteur, certains acteurs vont positionner leurs équipes de design dans notre marché. Pour revenir à ta question, donc évidemment, quand on arrive dans un groupe à très forte culture d'ingénieur, je pense que c'est vrai dans un groupe plus commercial, les doubles diplômes sont rassurants pour les gens qui embauchent. Après, à titre personnel, le fait de ne pas considérer que je suis la solution idéale à tout problème en tant que designer, parce que j'ai conscience que sur mon deuxième pied d'ingénierie et de technologie, c'est pas si simple. Ça permet une forme d'humilité de faire travailler des gens ensemble en se disant, moi, j'ai pas la science infuse, j'ai beau être créatif, d'avoir une certaine culture, une certaine capacité à challenger les personnes et de sortir du cadre. Et à un moment donné, il faut quand même que j'écoute les autres. Il faut leur ramener le cadre aussi un peu. Voilà. Et je trouve que cette question de la multi-formation est intéressante. On me demandait souvent, dès le début des années 2000, qu'est-ce qui fait un bon designer? Je citais 5 compétences et je disais toujours, suivant les formations, il y a des gens qui ont commencé par des formations techniques, puis une formation complémentaire en design,
Il y a des gens qui vont être formés dans des écoles de design et qui vont se dire, j'aimerais bien faire un master en management de l'innovation ou en sciences ou je ne sais lesquelles, ou en philosophie, et puis je vais devenir chercheur, hein, etc. En fait, la chance qu'on a aujourd'hui, c'est que tout au long de notre vie, on peut continuer à se former. Ouais, c'est ça. Et donc, si j'ai un retour d'expérience, c'est que je pense que la curiosité que nous mettons en tant que designer dans nos projets, nous devons d'abord nous la mettre à nous-mêmes sur une auto-formation continue et nous de jamais être sur nos acquis parce que soi-disant nous sommes formés comme designers et capables de gérer tout un tas de trucs. Le monde va tellement vite, on doit continuer à se former tout le temps. Donc si j'attends quelque chose des formations en design demain, c'est vraiment de développer la partie formation continue. Ouais. Et pour tous les profils. Ouais, bien sûr. Et ce que tu dis alors du coup m'amène parce que je t'ai entendu en parler aussi tout à l'heure. On entend aussi des designers de différents courants dire finalement le secteur dans lequel on va travailler, le sujet sur lequel on travaille, peu importe, pas besoin d'une grande connaissance du secteur ou même de l'organisation dans laquelle on travaille, parce que notre méthode de design permet justement, avec un regard un peu externe, de trouver voilà, des réponses et des solutions. Toi qui œuvres dans un domaine quand même assez voilà, assez technique, assez industriel, assez scientifique, t'en penses quoi? C'est-à-dire que cette connaissance des organisations, du secteur, potentiellement de la technologie, etc., finalement, c'est déterminant ou non, effectivement, on peut s'en passer? Les designers disent toujours qu'ils ont besoin de beaucoup de contraintes pour être créatifs. Moi, je crois que la naïveté est quelque chose de très puissant, mais qu'elle doit être nourrie par des formes d'apprentissage de plein d'expertises tout au long de sa vie pour que cette naïveté soit encore plus forte. Je ne sais pas si je suis clair dans ce que je dis. C'est que je vais exactement dans ton sens. Je pense qu'il faut garder cette fraîcheur qu'a le designer sur un sujet lorsqu'il n'est pas expert de ce domaine-là. On ne s'enferme pas dans une expertise. À ceci près que, comme dans tous les métiers, il y a 3 filières de développement en fait d'un métier. Il y a l'expertise. Je peux décider de devenir expert UI design ou je ne sais quoi, space design ou vraiment je vais devenir le gars qui maîtrise tous les outils, les process. Je deviens un spécialiste. C'est pas péjoratif. Je suis pas un ouvrier du design. Je suis un spécialiste expert de mon domaine de design. La deuxième filière, c'est comme dans tous les métiers. Hein, encore une fois, c'est la même chose. Vous devenez chef de projet d'abord d'un petit projet de design. Quand même, le design, son mot peur, c'est le mot projet. Oui, bien sûr. Donc, je peux considérer que je commence par un projet avec telle entreprise. Si le domaine me plaît, je vais prendre un projet plus grand et là, j'ai besoin d'acquérir un certain nombre de compétences supplémentaires pour être d'autant plus pertinent et faire travailler d'autres designers, d'autres compétences pour aboutir en plus qualité délai à des livrables qui me sont attendus. C'est la filière chef de projet. Et la troisième filière qui est le management. On a beaucoup pensé qu'il fallait, comme dans tous les métiers, que le seul endroit qui prouvait la qualité d'un designer, c'était s'il devenait directeur du design, de je ne sais quoi, ou directeur d'agence. Non, il y a des gens qui sont faits pour ça, qui le font très bien, mais c'est pas la seule des 3 pistes d'expertise, le chef de projet et le management. Et donc à partir du moment où je dis ça, ça veut dire que selon celle dans lesquelles vous vous trouvez plus ou moins bien, vous imaginez bien que dans l'expertise, il va falloir commencer à consolider des choses, donc acquérir des connaissances aussi sur les technologies de l'endroit où vous êtes. Si vous êtes chef de projet, c'est pareil. Et en management, c'est plus large. Et quand que vous soyez en agence, en intégré, en indépendant, etc., vous allez devoir faire votre cuisine à vous. Ouais, très clair. Et il y a en complément de tes méthodes de designer, des méthodes de l'ingénierie aussi avec lesquelles tu t'es hybridé. On a parlé au tout début de l'analyse de cycle de vie, du système systémique, c'est aussi, garder une culture des méthodologies et s'ouvrir à d'autres. Je pense que ça fait partie de la réussite potentiellement du rôle du design.
En tout cas, c'est encore une fois une école de l'unité. Moi, je me souviens que quand je suis arrivé chez EDF, je me suis beaucoup intéressé aux méthodes de créativité. Et il est intéressant de regarder que des méthodologies comme TRIS, qui viennent de l'analyse des brevets avec tous ces principes, les 41 principes d'innovation qui existent, ça peut être hyper intéressant pour un designer de les avoir en tête, de les comprendre pour les utiliser. Deuxième chose, c'est quand vous avez des méthodes CK développées par les mines de Paris, son premier objectif, c'est d'aider un ingénieur à sortir de son process classique d'ingénierie. On peut dire la même chose de ce qui va être les business model Canvas pour aider des ingénieurs à ne pas rester collés sur la techno, mais à se poser des questions de marché pour se dire, attends, là où je vais, c'est peut-être intéressant. Et en fait, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que tout ça, c'est des choses qui peuvent nourrir le développement d'une compétence de design. Et en un dernier, nous, dans notre cas, on essaye de détecter, d'accompagner des projets innovants qui pourraient avoir besoin d'être accélérés, que nos entités, nos business units ne voient pas encore comme impactantes à court terme, donc elles ne vont pas nous commanditer. Je rappelle, oui, je n'ai pas dit ça, la R&D est commanditée pour 2/3 de son budget. Ça veut dire que ce sont des entités opérationnelles qui disent, moi j'ai pas de problème, j'ai besoin de vous pour que vous m'aidiez à les résoudre, et entre guillemets, je vous paye pour ça. Il y a un tiers qui est de l'autosaisine. Donc on prend de l'avance en se disant, ok, nos entités opérationnelles ne voient pas encore que là il y a des trucs, on reçoit au Deep Tech et tout ça, mais il est temps qu'on commence à regarder, parce qu'à un moment donné, il faut qu'on soit prêt à répondre dans nos entités opérationnelles, et les designers peuvent nous aider à faire ce lien entre usage, société, environnement et la techno, et comment elle va arriver à un moment avec des questions d'acceptabilité, de faisabilité et de désirabilité. Peut-être qu'il en manque une, là, tu as cité plusieurs critères, on finit avec la désirabilité. Bon, j'ai été formé aussi dans une école de design. Quand on est designer, on nous dit, on pense souvent qu'on est là pour aussi faire le bien, rendre le monde meilleur en repartant voilà, des gens, de leurs besoins, le fameux centré sur l'humain aussi que tu connais bien. Alors ok, on peut former à toutes les sciences humaines possibles, l'ethnographie, l'anthropologie, la sociologie, mais comment on forme quelqu'un à faire le bien? Alors, je pense que c'est une très très bonne question d'abord. On n'est pas les premiers à se poser, donc on va rendre au géant de remonter sur nos épaules. Un Victor Papanek qui pose des questions de responsabilité du designer à un moment où la communauté mondiale le regarde en disant mais qu'est-ce qui vient nous embêter? Parce que nous on a déjà du mal à chercher du boulot et à en avoir. Et là il nous dit, faut pas parce qu'on se bat avec des directions marketing qui nous demandent des trucs et on essaye d'avoir des contrats et d'avancer et de travailler. Et lui il nous met le doigt là où ça fait mal. Design. Ça veut dire détruire les signes du passé et reconstruire un dessin et un dessin. Dessin objectif, projet, dessin, IN, le dessin. Super. Une fois qu'on a dit ça, on entend dans toutes les écoles, dans toutes les formations, c'est super. Je pense que la première vraie question, c'est l'éthique. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'ai envie de nourrir? Je respecte tout à fait les gens qui choisissent de faire du fashion design. La question, c'est qu'on peut faire du fashion design éthique et durable. La question, c'est de savoir comment on outille le designer pour qu'il soit capable de le faire. Et comment lui-même a envie de le faire. La deuxième chose qui me semble importante, c'est que les domaines dans lesquels nous travaillons sont des domaines qui bougent très très vite. Et vous avez beau avoir envie de faire les choses bien, il faut que vous disposiez d'informations objectives pour prendre des décisions objectives qui vont faire le bien. Ça, c'est pas toujours simple. Ça très rapidement, effectivement. Ouais. Alors, on va vous dire, oui, mais avec l'IA, vous allez avoir plein d'infos. Non, c'est pas vrai. Et donc là, la relation humaine, les échanges avec les uns et les autres, et ce que tu disais sur le fait qu'un designer apporte aussi une forme de naïveté, moi je vais l'interpréter d'une autre manière. Il a la capacité à faire l'hybridation entre des secteurs et des domaines différents pour nourrir en fait les choses. Si ce que j'ai trouvé comme solution, je sais faire dans un domaine éthiquement a fait le bien, ça ne veut pas dire que ça fera le bien dans un autre domaine. Donc c'est vrai que c'est pas simple. Un rôle difficile. Très difficile. Je pense que c'est pour moi très concrètement la seule chose qui m'aide vraiment beaucoup, c'est que dans tous les projets, je me pose la question
qu'est-ce que je fais dans ce projet-là qui va servir le commun dans un sens non injuste socialement, non environnementalement impactant négativement. Autrement dit, comment je peux réduire mes risques d'avoir des impacts négatifs sociaux, environnementaux et évidemment économiques, parce que si j'ai pas le troisième, je vais avoir du mal à mettre en mots. Aujourd'hui, je trouve qu'on parle beaucoup, on a beaucoup de mots sur la responsabilité du designer, on parle beaucoup d'éthique. Il nous manque une sorte de... je pense que chacun essaie de trouver et de construire ses propres outils dans le monde du design sur ce sujet-là, faire le lien. Rendre concret, opérationnel en plus ça. Et il y a une chose par contre que je trouve très commun aux designers et aux paysans, et j'adore les paysans, et qu'il faut mettre les mains dans la terre. Et que le designer, il faudra qu'il continue à être formé en utilisant sa main. Parce que si je ne sens pas le réel, je peux l'intellectualiser, avoir une culture énorme, mais il faut que je fasse le lien entre ces deux étages pour avoir des solutions éthiques qui comptent bien. Donc, ce que j'entends, c'est une espèce de questionnement un peu permanent qu'on s'astreint pour se dire est-ce que ce que je fais, c'est toujours bien de ce point de vue-là, de ce point de vue-là, de ce point de vue-là. Et je sais que je me plante régulièrement. Ouais. C'est pas si simple en fait d'avoir des thérapies, c'est un réflexe quoi. Exactement. Et là, la vision des pairs et des autres compétences, s'y confronter est fondamentale. Et c'est du coup aussi peut-être parce que on a beaucoup été sur la résolution de problèmes, on a résolu des problèmes, on voit qu'il y a beaucoup de problèmes très systémiques aussi, très connectés à résoudre. Et la question, c'est aussi peut-être de se dire bon ben est-ce que je dois toujours résoudre un problème j'imagine aussi. Je reviens. Quel problème j'adresse? Est-ce qu'il est suffisamment important pour que je m'y intéresse? Ouais, c'est ça. Est-ce qu'il y a des gens qui ont vraiment ce problème-là? Sinon, je vais utiliser plein de choses du monde pour voir en fait. Qu'est-ce qui est d'important derrière? Et puis, il y a un autre point, je pense, que nous vivons de plus en plus dans le monde du design, j'espère que les gens sont conscients, c'est qu'on a vécu entre les années 1980 et, on va dire, 2020. C'est pas facile à dater, mais on a toujours parlé du design user-centric. Don Norman, l'un des pères du UX UI design user-centric, au sein de l'Organisation mondiale du design, dans un événement, nous dit humainement, je me suis planté. Je pense qu'on allait trop loin là-dessus. Il est temps qu'on fasse un pas en arrière et qu'on regarde planète centrique. C'est fou. Alors, on avait des signaux, on avait plein de choses qui commençaient à arriver en disant, il suffit de dire, on disait comment je fais le bien. Je sais pas si vous savez, mais il y a à peu près 40% des insectes qui ont disparu en moins de 15 ans en France. Or, ces insectes sont des pollinisateurs. Nous avons quand même un certain nombre de personnes dans le monde, y compris en Chine et en Europe, et aux États-Unis, qui sont en train d'imaginer des essaims de drones pour aller polliniser. Oui, c'est vrai, j'ai entendu ça. Et ça demande de l'énergie, de l'eau, etc. Tout ça, c'est rendu gratuitement par la nature que nous sommes en train de restreindre. La question de savoir, est-ce qu'il vaut mieux pas que je travaille sur une sorte de planète centricité en disant j'ai des ressources limitées, mais j'ai des tas de choses que me produisent la nature qui ne sont pas financièrement valorisées, mais qui me rendent aujourd'hui un certain nombre de services. Comment je les favorise pour que je n'ai pas à construire des choses qui vont assécher certaines quantités d'énergie, d'eau, de matière, alors même que si je faisais attention à ça, que je crée de nouvelles possibilités pour la nature de s'adapter, vivant et non vivant, et ben en fait, ça fait partie du design. Pas de design peut être du bon design. J'ai commencé en disant que Patrick Jacquemont m'avait soulevé cette question de la gomme, de crayon. Exactement. Je pense que là, il peut être très très bon. Moi, je suis né en Afrique, et quand j'étais autour du griot et qu'on parlait de tas de choses, il y a un moment donné, une discussion pouvait durer 2 heures, et à la fin, on pouvait ne rien faire. Ne rien faire peut être une solution. Super intéressant. Écoute, j'aimerais finir sur peut-être une question plus personnelle pour toi, mais qui intéressera, je
pense, beaucoup de monde. Je pense aussi aux plus jeunes générations qui se projettent dans voilà, leur sortie d'école et leur carrière. Toi, tu es rentré chez EDF en tant que designer industriel. Ensuite, tu étais design manager. Maintenant, voilà, tu facilites, on l'a vu, et on l'a dit, l'émergence des innovations de rupture. Tu es donc depuis plus de 25 ans chez EDF. Alors, pour moi, et tu m'excuseras, je me dis, un véritable ovni finalement, dans un monde où potentiellement on change de job tous les 2-3 ans. Comment tu t'es dit et comment tu as pu naviguer aussi longtemps dans cette entreprise et raconte-nous un peu ce qui fait que voilà, on reste aussi longtemps dans une boîte et peut-être derrière il y a cette question de tu recommandes comment on fait si on veut rester 25 ans dans une boîte. Alors, je vais répondre de 3 manières. Et c'est assez rigolo comme question parce que moi j'ai travaillé rapidement dans le domaine automobile en tant qu'ingénieur designer et de la sécurité physique avant de rejoindre le groupe EDF. Et à l'époque, la personne qui me recrute, dans un département de recherche et développement sur les applications de l'électricité dans les bâtiments, me dit, écoutez, vous avez 1 an pour me prouver que le design a quelque chose à faire au sein de la R&D du groupe. Donc je suis le processus d'embauche classique d'un ingénieur et designer, puisque j'ai 2 casquettes, pour rentrer chez EDF et en particulier à la R&D. Et à la fin du processus, la personne des ressources humaines qui me dit, Monsieur Roulon, je suis ravi de vous accueillir au sein d'EDF, elle rajoute virgule pour 47 annuités et demie. Et là, je la regarde, je dis, écoutez, je pense qu'on a un problème. Ça va être moi, la personne qui m'embauche, à clairement dans 1 an, si j'ai pas fait l'épreuve, je suis plus là. Donc, je ne suis jamais rentré dans cette entreprise en me disant, je vais rester toute ma vie dans cette entreprise. Ça, c'est le premier point. Ouais. Le second point, c'est que je suis rentré dans une recherche et développement d'un groupe industriel, ce qui me permet de travailler sur des sujets plutôt à la fois émergents, mais aussi à développer pour nos business units et pour toutes les entités du groupe. C'est la seule entité transverse. Je ne fais jamais 2 fois le même projet avec les mêmes personnes et avec les mêmes partenaires. Ouais. Donc ça, c'est quelque chose de très riche parce qu'en fait, ça nous remet tout le temps en question et ça nous permet de nous interroger à chaque fois, ok, par rapport à mon expérience, est-ce que le nouveau écosystème d'innovation dans lequel je travaille, le projet que j'adresse, comment je peux le mener le mieux possible. Donc c'est quelque chose qui est un peu comme dans une boîte de conseil, une agence de design, etc. C'est tout le temps diversifié. La troisième chose, c'est que je dois avouer, on parlait de est-ce que je fais bien ou je fais pas bien, je n'oserais pas dire que j'essaye de faire que du bien dans ma vie, ça serait bien présomptueux, mais il se trouve que le fait de me dire tous les matins que j'essaye de contribuer modestement, comme tous les chercheurs et tous les acteurs d'EDF, en particulier dans la boîte dans laquelle je suis, mais il y en a d'autres dans d'autres endroits, à essayer de faire qu'on n'aille pas à plus 4 degrés que je trouve que c'est quand même un sujet intéressant. En tout cas, moi, ça me motive éthiquement et en termes de j'ai des enfants, j'aimerais bien leur léguer un monde à peu près vivable, même s'il est différent de celui dans lequel je vis. Ça, c'est un moteur très puissant. Et en fait, j'ai un quatrième élément, c'est que tous les ans, des groupes ou des acteurs externes viennent me voir en me demandant de venir travailler pour eux. Et ça m'arrive d'être chassé. Jamais aucun acteur ne m'a proposé cette diversité, cette capacité de remise en question continue de mon métier en utilisation, en termes d'innovation au service de la société, avec des gens différents, des contextes différents, en essayant humblement d'utiliser une expérience passée et de la faire évoluer pour être plus efficace. Donc je n'ai jamais choisi de rester 25 ans chez EDF. Mais je m'y trouve extrêmement heureux et ça continue, donc on verra. Je ne dirai pas dans 25 ans, mais je ne sais pas de quoi l'avenir est fait. Merci beaucoup, Gilles. Merci, Batou. À très bientôt. À très bientôt.